Bonjour Vincent, bonjour Corinne, merci beaucoup. Bonjour Anne-Marie, installez-vous confortablement. Voilà, pas de protocole, on fait ça très simplement, on se salue. Le plaisir de se retrouver en présentiel, c'est évidemment tout l'intérêt de cette manifestation également. Alors, un numérique accélérateur de transformation durable, on aurait pu y mettre un point d'interrogation. On va en parler donc avec vous, Christian Guellerin, donc directeur général de l'école de design de Nantes Atlantique. Je le disais à l'instant. Anne-Marie Haute, à mes côtés, présidente de Pilgrim Technologies. Corinne Joigny, merci d'être avec nous. Vous êtes executive vice-présidente de Capgemini et Head of Industry, Centre of Excellence. Vincent Marcaté, pour terminer, vice-président d'Open Innovation chez Orange et président d'Image et réseau. Corinne, on va commencer peut-être avec vous. Bon, Capgemini, tout le monde connaît, un leader mondial du conseil de la transformation numérique, des services technologiques et d'ingénierie. Une autre casquette que vous portez, vous êtes leader de la Task Force Sustainability pour Capgemini Ingénierie également. J'ai envie de vous faire réagir sur les propos de Christian à l'instant. Il a dit beaucoup de choses, parfois un peu provocantes, et notamment celle que les entreprises n'auraient pas vocation à sauver la planète. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Elles font d'abord du fric et du profit, les entreprises. Alors c'est notre responsabilité d'entreprise, notre responsabilité d'ingénieur. Capgemini, c'est aussi une entreprise engagée. Et je vais juste vous donner notre raison d'être. C'est libérer les énergies humaines par la technologie au service d'un futur inclusif et durable. Voilà, c'est une raison d'être qu'on a reformulée en 2020. Qui, moi, personnellement, me fait vibrer, parce que même quand on parle d'intelligence artificielle, Christian, aujourd'hui, il y a beaucoup d'écrits, il y a 2 jeunes femmes qui ont écrit, publié un bouquin fabuleux au laboratoire de l'égalité sur l'intelligence artificielle a-t-elle un genre, comment on évite les biais dans les intelligences artificielles. Et en fait, c'est notre responsabilité, le pouvoir qu'on a aussi lorsqu'on fait la conception d'une intelligence artificielle, que de l'éduquer et d'utiliser en fait ces outils pour assurer qu'on évite les biais de genre ou d'autres. Vous pourrez réagir évidemment, Christian, tout à l'heure aux besoins. Vous êtes d'accord, alors ça a été évoqué aujourd'hui et rappelé, il faut le dire. Aujourd'hui, on est dans une situation d'urgence. On a 3 ans, vous nous dites. Ça, c'est l'échéance que vous vous êtes donnée chez Capgemini pour changer les choses? C'est une de mes Qu'est-ce que ça veut réactions dire? à Pourquoi ce qui a 3 été ans? dit aujourd'hui. On parlait de temps long et effectivement, c'est important de parler de temps long et de se mettre dans une dynamique, mais en même temps, voilà, les 1,5 degré à fin du siècle sont devenus utopiques. On aura de la chance si on y arrive, hein, mais je pense qu'on n'y arrivera pas. Donc déjà, on est à 2 degrés. Et l'urgence, elle est maintenant. On a 5 ans pour agir et c'est très dur, très difficile à l'échelle de nos écosystèmes industriels. On connaît toute la lourdeur du mouvement. Chez Capgemini, oui, on s'est donné en fait une échéance à 2 ans, un plan à 2 ans avec 5 objectifs qui sont portés par notre comité exécutif. Une task force, c'est le petit pignon qui permet d'accélérer, de mettre ça en fait dans tous les processus, tous les systèmes de l'entreprise avec 2 engagements. Un engagement pour nous, être neutre en carbone d'ici à 2030 sur nos 3 scopes. Et un deuxième engagement qui est public également, d'aider nos clients à économiser 10 millions de tonnes de CO2 d'ici 2030. Et bien sûr, on parle beaucoup, on a eu cet échange tout à l'heure, du changement climatique et de l'objectif carbone, mais derrière se déclinent d'autres objectifs associés aux autres objectifs d'environnement durable. Bon, ça, c'est ce que, évidemment, vous revendiquez comme engagement auprès de vos clients, ou c'est ce qu'ils vous demandent? Ils vous parlent de cette échéance de 3 ans? Ça, c'est une priorité pour eux, ou ils sont encore quand même le nez dans les tableaux Excel on le voit, je pense qu'on a une sensibilisation qu'on a tous aujourd'hui dans les médias. On parle de l'urgence climatique et on le constate, le problème sur la biodiversité. Depuis longtemps, on travaille sur REACH, voilà, les problématiques de matériaux. On est tous on est parents, on connaît l'impact des différents matériaux sur nos enfants, etc. Donc il y a une conscience qui est plus forte. Beaucoup d'entreprises, puisqu'on a beaucoup d'échanges aujourd'hui avec les acteurs qui sont là, sont conscients en fait que pour arriver à changer compte tenu de l'inertie et de la latence qu'on a dans le système, c'est maintenant qu'il faut bouger. Donc en fait, comment on bouge maintenant? C'est se donner des objectifs, former, ça commence par les personnes. Donc, je sais pas, nous on a un partenariat avec Change Now, j'ai vu la fresque du climat ici. Voilà, la fresque du climat, elle permet de faire prendre conscience aux collaborateurs. Moi j'ai constaté qu'il y avait encore, voilà, parmi les ingénieurs, des climato-sceptiques.
Voilà, ça permet de faire évoluer ça. Et ensuite, c'est comment on donne les moyens en fait à l'ingénieur, au concepteur de pouvoir agir et transformer. Mais ça, on pourra revenir sur quelques exemples très concret. Et un des éléments, c'est surtout la data, la mesure. Donc en fait, ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Donc le kilo de CO2 équivalent en fait est devenu une nouvelle monnaie, comme un euro en fait. On fait du design to cost. Demain, enfin maintenant, aujourd'hui et depuis des années déjà. J'ai découvert j'en parlais tout à l'heure avec Olivier, j'ai découvert une équipe au Maroc de 150 personnes, 50% de jeunes femmes qui travaillent dans des sujets très technologiques. Ils ont pris l'initiative, sans qu'on leur demande, de travailler sur des supply chains pour le monde de l'automobile. Ils ont pris l'initiative de dire à chaque fois qu'on va retravailler une supply chain, donc pendant 2 ans, là, ils ont travaillé sur 2000 fournisseurs, 90 flux. Ils ont repensé les routes, les supply chains. Ça, c'était ce qui était demandé par le client pour faire une économie en euros. Ils ont développé une intelligence artificielle qui permet d'augmenter de 20% le remplissage des containers. Ils ont changé les packaging pour mettre des matériaux durables. Et l'économie en 2 ans, c'est 10 millions d'euros et c'est 15 000 tonnes de CO2. Ils ont mesuré, sans qu'on leur demande, avec des outils d'ACV, avec des outils de Life Cycle Assessment, ils ont mesuré l'impact CO2 de leur projet. Vincent Marcatet, alors bon, je vais vous laisser réagir. Je vous représente vice-président Open Innovation chez Orange, président d'Image et Réseau. Il faut rappeler qu'Image et Réseau, c'est le pôle de compétitivité référent à l'innovation numérique en région Pays de la Loire, donc notamment. Vous croyez à des solutions numériques? Bon, on a évoqué la data, l'IA, on pourrait y revenir dans les détails, dans les applicatifs que vous connaissez. Vous croyez à un numérique qui puisse être au service des enjeux éco-responsables avant d'être au service de la rentabilité et du profit? Si j'y croyais pas, je serais pas là. Et je pense qu'aucun d'entre vous ne serait là. Parce que pour moi, le numérique, c'est vraiment l'opportunité d'aller vers ce que moi j'appelle une néo-industrialisation. C'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on repense complètement la manière dont on fabrique, la manière dont on utilise, la manière dont on recycle, parce que simplement industrialiser ou réindustrialiser, ça ne suffira pas. Et pour ça, j'abonde dans le sens de ce que mentionnait Corinne. C'est fondamental d'aller vers de l'innovation. Il n'y a que l'innovation qui va nous sauver, mais attention à l'innovation à tout craint. C'est-à-dire qu'une innovation, elle doit être responsable. Et une innovation responsable, ça veut dire qu'on est capable de mesurer a priori, avant de lancer un projet de numérisation, que l'impact en termes de CO2, l'impact écologique global, il va être positif. Parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est ultra facile à utiliser en fait. Et parfois, on fait de l'intelligence artificielle à tort et à travers. Et pour des usages qui, du coup, ne sont pas vertueux. Des exemples peut-être pour tout à fait concrets, c'est-à-dire une utilisation qui soit néfaste, hein, c'est bien ça le sujet, quoi. L'idée n'est pas de donner des usages qui soient néfastes, l'idée c'est vraiment de dire attention, on doit être responsable. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a des outils numériques qui sont fabuleux et qui sont faciles d'utilisation, à partir du moment où on connaît un peu ces sujets-là, qu'on doit les utiliser pour tout et n'importe quoi. Mon point, c'est de dire qu'il faut vraiment qu'on mette en place une échelle de mesure en amont de tous les projets pour se dire l'impact écologique, l'impact sociétal de ce que je suis en train de mettre en place, que ce soit au niveau des technologies numériques, au niveau de l'industrie, enfin de la numérisation de l'industrie et des services ou des produits qui vont être générés par cette industrie ensuite, l'impact il va être positif et il va nous aider à répondre aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, d'être net zéro carbone le plus vite possible et de renverser la tendance pour non pas sauver la planète, parce que la planète elle se sauvera, mais sauver l'humanité. Donc alors, ça, si voilà. On n'a pas d'illustration sur la partie néfaste, je l'entends bien, pas de souci, mais comment elle peut être un atout, et là pour le coup peut-être avoir quelques exemples. Oui, alors... Quelques applications. Les exemples, clairement, aujourd'hui on parle beaucoup de 5G. La 5G, ça peut être, on peut se dire, ouais, bon, c'était il y a 10 ans, c'était la 4G, maintenant c'est la 5G. Moi, je crois beaucoup à ces technologies de la 5G pour justement cette néo-industrialisation, parce que ça va permettre au sein des campus industriels d'avoir des réseaux qui soient éminemment flexibles, énergétiquement très sobres, et qui vont permettre de récupérer toutes les données
au sein des processus de fabrication pour les optimiser, qui vont permettre de donner des informations aux opérateurs, d'améliorer le contrôle qualité. On parle aussi beaucoup de réalité augmentée pour justement aider l'opérateur dans les usines et faire du contrôle qualité. Donc tout ça va être beaucoup plus facile à faire, beaucoup plus vertueux d'un point de vue écologique et économique, et facile à utiliser si on est capable de déployer, et on est capable de le faire, une 5G au sein des campus industriels qui soit vraiment adaptée au vertical métier. Parce que quelque part, si on déploie la 5G au sein d'un CHU, d'un hôpital, ou au sein d'une usine de fabrication de chaussures, ce ne sera pas forcément la même chose. Et donc, on a cette capacité, avec ces nouvelles technologies de la 5G, d'avoir vraiment des réseaux qui soient totalement adaptés à des usages vertueux, qui vont nous permettre de mesurer finement ce qu'on est en train de faire, et puis d'être meilleurs dans la fabrication, mais aussi d'être totalement conscient de ce qu'on est en train de faire. Et je pense que c'est ça dont on a besoin, c'est d'outils numériques qui vont nous permettre d'être conscients de ce qu'on est en train de faire. Voilà, pour cette application justement très concrète 5G au service de transformation durable, vous nous dites, je me tourne naturellement vers vous, Anne-Marie Haute, parce que bon, vous êtes présidente, je le rappelle, de Pilgrim Technologies, spécialisée dans l'inspection du milieu industriel complexe, sensible, grâce aux drones que vous concevez, que vous fabriquez avec des applications tout à fait précises et singulières. Vous travaillez avec la data, et notamment avec la 5G, parce que vous récupérez, au-delà de surveiller, vous récupérez évidemment de la donnée. Ça, c'est un carburant, si j'ose dire, ou biocarburant, on va dire ça comme ça, précieux. Ah oui, oui, tout à fait. C'est même le cœur de l'avenir. En fait, c'est une vraie valeur. Ouais. Vous tendez l'oreille quand on parle 5G à côté de vous, bien entendu, La parce que data, ça, c'est pour sujet. moi, c'est la vraie valeur sur notamment la robotique. Et c'est vrai qu'effectivement, on a entamé un travail avec le 5G Lab pour essayer aussi d'améliorer un petit peu notre consommation, parce qu'actuellement, nos datas sont lourdes. Elles pèsent un poids qui est conséquent, et du coup, les réseaux ne sont pas forcément adaptés. Pour l'instant, on surconsomme beaucoup d'énergie et on a un bilan carbone qui n'est pas fantastique, et on mise beaucoup sur la 5G qui est plus adaptée à ces nouveaux usages. Ça veut dire très concrètement le pilotage de vos machines et le transfert des datas. C'est ça le sujet? Tout à fait. Nos robots et drones, d'ailleurs, puisqu'il y a les deux, sont amenés à évoluer dans des domaines qui sont pas idéal pour les êtres humains. Et d'ailleurs, le principe même, c'est d'envoyer plutôt des drones et des robots que des humains dans des endroits où c'est dangereux, c'est contaminé, c'est potentiellement difficile d'accès. Mais pour pouvoir les piloter, il nous faut une capacité, un lien qui soit fort, qui soit robuste, pour qu'on puisse aussi garantir qu'on ne va pas les perdre ou qu'ils ne vont pas créer des dégâts. Donc voilà, les raisons pour lesquelles on a besoin aussi de ce type de réseau. Bon, Anne-Marie Haute, est-ce que la technologie aujourd'hui est mature, ou vous arrivez encore de perdre des appareils un peu partout et de ne pas pouvoir aller les récupérer notamment? Alors Dieu merci, non, elle est plus mature qu'on ne pourrait le croire, et surtout on a des systèmes de sécurité en fait qui nous permettent de valider que le signal est suffisamment robuste pour qu'on puisse avancer plus loin dans des opérations. Et après, les machines ont juste ce qu'il faut d'intelligence pour être capable de revenir à un point où on peut les récupérer en sécurité en cas de problème. Bon, alors une innovation Pilgrim Technologies, vous irez regarder évidemment si vous voulez plus de détails, bien entendu. L'idée, c'est pas de faire une plaquette ou une démonstration commerciale. Pour autant, une conception ou éco-conception chez Pilgrim, vous vous engagez là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Vous continuez à travailler avec du carbone, ça c'est la base, mais vous mettez d'autres matériaux aujourd'hui? Alors tout à fait. Avant d'aller voir nos clients pour leur dire qu'ils peuvent faire mieux sur leur process, on s'est décidé à les appliquer à nous-mêmes. Exemplarité, c'est pas mal. Exactement, Commencer par soi, c'est on le disait. important. Et du coup, on a décidé de remplacer la matière carbone qui présentait à mes yeux beaucoup de désavantages. Le premier, c'est que je me sourçais en Asie. Le deuxième désavantage, c'est que c'est dangereux pour mes salariés de le mettre en œuvre. C'est très volatile quand on le perce, par exemple, et c'est vraiment pas très intéressant. Ensuite, ça n'a pas
toutes les caractéristiques que je recherchais. C'est une matière qui peut être fragile. Et donc, depuis 2 ans, on a entamé un process pour remplacer toutes nos conceptions carbone par un produit biosourcé, donc c'est du lin, voilà, avec lequel on est capable d'avoir des résultats qui sont même bien meilleurs que le carbone, notamment en propriété mécanique. Voilà, on voit dans ces alternances effectivement d'utilisation de matériaux biosourcés, pardon, et c'était un peu le témoignage de Damien Seguin tout à l'heure qui parlait aussi évidemment de ces alternatives. Corinne Joigny, qu'est-ce que vous demandent vos clients aujourd'hui notamment? On le disait, par quoi je commence? Est-ce que vous adressez quoi? C'est par secteur? Comment est-ce que vous les approchez? Il y a une stratégie pour les convaincre et les embarquer sur ces sujets-là? Oui, c'est une histoire de secteur, ce que disait aussi Christian, hein, et ce que vous disiez aussi. C'est vraiment sectoriel. Les applications qui vont permettre en fait de comprendre, on parlait ce matin de complications, de complexité, de comprendre la complexité du système avec la compréhension de l'analyse en cycle de vie, elle est essentielle. Et pour ça, en fait, cette analyse de la compréhension de l'impact tout au long du cycle de vie, pouvoir déjà comprendre les produits qu'on a aujourd'hui, comment on va pouvoir passer en fait moins de produits, plus de services. Et donc ça passe par des produits physiques qu'on connecte avec des nouvelles technologies plus efficientes, une continuité numérique qu'on doit adapter, qui va permettre en fait dès la conception au concepteur d'avoir la vue sur l'impact complet du cycle vie du produit et du service. Vous avez un bel exemple de projet qu'on réalise dans le hall avec le projet Ecoplex avec OBO, qui est un projet soutenu par le pôle MC2, qui permet en fait de mixer une approche en modèle, en analyse de système, MBSE, et cette approche vers l'impact pendant le cycle de vie. Et ça s'applique différemment quand on est dans le naval, quand on est dans l'aéronautique, dans l'automobile. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, cette analyse de cycle de vie, cet accès à la donnée, en fait, grâce à cette continuité numérique qu'on crée et qu'on déploie, aujourd'hui, on a tous les outils pour le faire. En fait, va permettre de pouvoir mesurer l'efficience. Je reviens à ma question de mesure. On sait que quand on bouge en fait une application d'entreprise vers un cloud public ou privé, en fait, on va pouvoir avoir un impact de 20% inférieur en carbone. Voilà, c'est un élément de mesure. Après, on regarde les autres critères qui permettent en fait d'agir. Donc, en fait, on a beaucoup de moyens. On a le choix des technologies. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir des éléments pour avoir cette vision systémique qui va permettre en fait d'agir dès les stades amont de la conception. Vincent Marcatet, et après Christian Gellert. Vincent Marcatet. Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui est un vrai atout au niveau du territoire qui est en train de se créer. Ce sont des hubs d'innovation numérique européens. Donc là, on attend d'une minute à l'autre, je dirais, les résultats venant de la Commission européenne. Mais l'idée de ces DIH, de ces EDIH, c'est d'être un guichet unique pour permettre à toutes les PME, PMI qui cherchent à comprendre comment la transformation numérique peut aider à changer leur business model, à améliorer l'efficience de leur processus de fabrication, que ce soit d'un point de vue de la data, de l'intelligence artificielle, des réseaux, etc. etc. Donc tout ça se crée. Et en région Pays de la Loire, c'est un DIH qui s'appelle DIVA, qui est porté à la fois par Atlampôle et par le pôle MC2. Et Images et Réseaux apporte au niveau de la Core Team toute l'expertise numérique et notamment intelligence artificielle. Et à ce titre-là, d'ailleurs, nous sommes partenaires d'un projet européen qui s'appelle DIH World, qui regroupe 55 DIH, 55 partenaires, et qui nous permet déjà d'anticiper sur les futurs services que nous pourrons proposer ici en région pour aider justement à cette transformation numérique durable, vertueuse de l'industrie. Voilà, pour Digital Industry Hub, ça veut dire quoi concrètement, Vincent Marcatet, qu'il y avait un trou dans la raquette aujourd'hui, qu'on avait des PME qui n'ont pas forcément la structure ou les moyens de s'engager sur ces sujets-là, qui n'avaient pas forcément ni la culture, ni les investissements possibles pour ça? Oui, c'est ça. Tout à l'heure, je disais que utiliser l'intelligence artificielle, ça peut être très simple, parfois même trop simple, et que justement, il faut accompagner les entreprises pour trouver les bonnes pratiques,
trouver les bonnes technologies, trouver les bons partenaires, que ce soit dans le domaine de la formation, que ce soit dans le domaine des technologies sous-jacentes qui vont aider la PME ou la PMI à se transformer, ou les entreprises de services qui aussi vont accompagner cette transformation-là. Et donc ce DIH agit vraiment comme un grand frère du numérique qui va accompagner l'entreprise avec un ensemble de partenaires tout au long de son processus de transformation vertueux vers une nouvelle génération, une néo-industrialisation grâce au numérique. Numérique évidemment au service donc, de ce développement durable. Christian, je voulais vous faire réagir sur cette notion de continuité numérique ou continuité digitale qu'évoquait Corinne il y a quelques instants. Vous croyez qu'elle peut être au service d'une empreinte un peu moins forte, d'une mobilisation justement des ressources un peu moins fortes? Moi, je ne sais pas ça, je ne sais pas répondre à ça. Encore une fois, et par rapport aux propos que j'ai tenus, c'est-à-dire que la question n'est pas de se poser... ce n'est pas de s'en défier. C'est la question qui est posée aux designers, en l'occurrence, mais à tout le monde, aux ingénieurs, à tous ceux qui travaillent là-dessus. C'est comment on va vivre avec ça. C'est-à-dire qu'on peut, j'ai cité l'exemple de Linky un peu pour faire rire, mais à la fois la question, c'est pas de se défier de ça, c'est comment on va vivre avec ça. Demain matin, on nous annonce on nous annonce la reconnaissance faciale. Ça peut être à la fois totalement terrifiant, mais de toute façon, on n'y échappera pas. Donc, autrement dit, la question, c'est comment on va vivre avec ça. C'est-à-dire comment on crée des mondes sur lesquels, et là, on est dans une manifestation économique, ou comment on génère de la valeur ajoutée avec ça et comment on vit avec ça. C'est ça la question qui nous est posée. Un sujet sur la responsabilité sociétale de l'entreprise. Moi, ce qui m'interroge sur la responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est les discours par trop vertueux des entreprises qui nous disent la messe, quoi. Bon, il y a quelqu'un qui en a fait les frais, c'est son prénom m'échappe, mais Faber de chez Danone, qui nous a fait un discours absolument et qui n'a pas tenu l'affaire. Un jour, j'ai eu la chance, si ça vous arrive, réjouissez-vous, j'ai été invité à Tahiti pour faire une conférence. Il y avait une bouteille d'Évian sur le Sofitel dans lequel j'avais été invité, il y avait une bouteille d'Évian. C'est-à-dire que la bouteille, elle a fait 22 000 km. Donc vous imaginez l'empreinte carbone. Bon, mais si on est vertueux chez Évian, eh bien on s'interdit de vendre des bouteilles d'Évian au-delà de 10 km autour de la source, quoi. C'est terrifiant cette affaire, ça ne va pas fonctionner comme ça. Donc il faut être extrêmement prudent sur les discours vertueux. Encore une fois, il faut que les entreprises soient parfaitement conscientes que les raisons pour lesquelles elles produisent, pour lesquelles elles vendent, c'est pour générer de la valeur ajoutée. Et la vertu d'une entreprise, elle est économique, elle est de générer de la valeur ajoutée et de générer de la richesse, parce que la valeur ajoutée, c'est de la richesse qui est redistribuée en salaire, en taxes, enfin tout ce qu'on veut, en impôts, et redistribué. Et qu'il faut être extrêmement vigilant sur la moralisation de l'activité des entreprises. Ça me paraît extrêmement important. Que les entreprises fassent ce qu'elles ont à faire conformément à la morale, c'est la moindre des choses, conformément à ce qu'elles doivent faire, c'est-à-dire à s'adapter à l'émergence de cette conscience sociétale, écologique des consommateurs et des politiques, effectivement, pour sauver la planète. Maintenant, si d'aventure ça doit compromettre cette capacité à faire de la valeur ajoutée, elles vont se planter, évidemment. On n'imagine pas Monsieur Leclerc réduire, j'ai beaucoup de respect pour le chef d'entreprise, évidemment, très très grande réussite, mais je n'imagine pas M. Leclerc réduire la capacité des chariots de moitié sous prétexte qu'il faudrait consommer moins. Enfin, ce serait une absurdité. Non, la vocation qu'ils ont tendance à grandir, ces chariots. On l'a bien constaté. Corinne Joigny, en réaction rapidement. Oui, il y a des facteurs nouveaux, je dirais, par rapport à tout ça. C'est que c'est plus l'entreprise toute seule, mais il y a la réglementation. Aujourd'hui, en fait, réglementation qui est extrêmement forte et qui est connue, reconnue. Donc, on a la Green Taxonomy. Les Américains ont réagi, ils vont nous dépasser parce qu'ils ont des capacités d'investissement beaucoup plus fortes que nous et beaucoup plus rapides que nous. Mais en tout cas, mais on peut réagir et heureusement, il y a des systèmes qui nous aident. Et puis après, il y a aussi, c'est Eric qui disait ce matin, la Marine Perry par le ravitaillement, je crois. En fait, la première source vive de l'entreprise, c'est ses employés. Et en fait, aujourd'hui, chaque employé, moi la première, c'est pas une question de génération. Si on n'est pas en phase avec la raison d'être de l'entreprise et si on ne voit pas que l'entreprise produit des résultats concrets, on n'y vient pas ou on n'y reste pas. Donc c'est ce cercle en fait, de pression qui va faire ça.
Et juste pour ajouter un autre élément, parce qu'il y a peut-être un éléphant dans la salle, c'est qu'en fait, si le numérique était un pays, ce serait le 3e pays émetteur de carbone. Parce qu'en fait, on produit, je crois, c'est 1,5 fois plus d'émissions de carbone que l'aéronautique civile. Et donc, du coup, en fait, il y a 2 actions. C'est une action qui est de dire, on a aujourd'hui des systèmes numériques et informatiques qu'on doit greenifier, donc avec de la modernisation, enlever les anciens serveurs pour passer sur des choses qui sont beaucoup moins consommatrices en énergie et plus durables. Et puis après, il y a toute l'action qu'on va faire grâce aux technologies dont on vient de parler, qui vont permettre en fait de rendre les systèmes plus intelligents, plus durables. Et c'est cette complexité qu'il faut qu'on appréhende, dont on se saisisse et qu'on réfléchisse en cycle de vie. C'est là que la pensée du designer est essentielle dans l'entreprise pour arriver en fait à appréhender cette complexité et à avoir la vision en cycle de vie pour prendre en compte tous les éléments. C'était mes 2 Avec points des approches, de réaction. non, mais merci, c'est important de le préciser, Corinne, des approches multidisciplinaires, en tout cas qui croisent les disciplines. Très rapidement, 24 secondes, Anne-Marie Haute, pour nous dire que ces enjeux-là, ils vont être adressés notamment et facilités en travaillant ensemble, et le pôle en est une parfaite illustration. Vous avez besoin de travailler justement de façon décilotée avec les autres acteurs, les autres disciplines. Et tout à fait, parce que comme on le dit depuis tout à l'heure, c'est l'affaire de tous, de toutes les entreprises, des gens qui travaillent dans les entreprises, des industries, et on n'a pas tous la réponse. Par contre, on peut tous co-construire une réponse en associant nos compétences, nos savoir-faire et nos bonnes idées. Bon, au service d'une innovation et d'une industrie éco-responsable. Anne-Marie, Vincent, Corinne et Christian, on peut les applaudir tous les 4. Merci beaucoup.